Bon après-midi. Merci d'être venus si nombreux pour écouter Edgar Morin. Alors, est-il utile de présenter Edgar Morin en quelques mots peut-être pour rappeler que c'est un des penseurs qui marque peut-être, qui marque toujours le XXIe siècle, qui a marqué cette fin du XXe siècle. Par-delà une soixantaine d'ouvrages dont vous trouverez une sélection en fin de la conférence. La librairie Vent d'Ouest, comme le petit panneau au-dessus vous l'indique, présentera une petite sélection des derniers ouvrages d'Edgar Morin, qui a fait une œuvre en particulier autour d'une 6 tomes de la méthode. Le dernier tome de la méthode, l'éthique, étant paru il y a 2 ans. Edgar Morin également, qui a élaboré tout son travail autour de la pensée complexe, de l'interdisciplinarité. Il a créé au CNRS, au sein de l'école des hautes études en sciences sociales, un institut, le Centre d'études transdisciplinaires, sociologie, anthropologie, histoire, le CESTA, qu'il a dirigé pendant de très longues années. Et il va aujourd'hui, autour d'une conférence intitulée « Pour une réforme de la pensée » et à travers des exemples actuels, nous faire comprendre la manière dont il nous aide à mieux aborder le présent et mieux aborder la complexité du monde dans toutes ses dimensions, à la fois historiques, géographiques et surtout humaines, puisque toutes ces recherches ont porté, bien sûr, sur la sociologie, sur l'épistémologie, sur la complexité et sur l'anthropologie, et en particulier sur l'humain, l'identité humaine sous toutes ses facettes. Voilà, merci d'être parmi nous et nous allons vous enregistrer. Il y aura probablement la possibilité de réécouter cette conférence sur Internet ultérieurement, dans quelques mois. Nous vous passerons l'information, de la même manière qu'il sera possible de réécouter la conférence de René Raymond. Celle d'André de Peretti n'a pas été enregistrée, je crois. Je ne crois pas filmée, mais elle a été enregistrée. Ce sont des conférences qui, en tout cas, s'inscrivent dans le trentenaire de l'université permanente. C'est une manière pour nous de fêter avec vous ces 30 ans d'université ouverte à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi en compagnie d'Edgar. Merci, bonjour à vous tous et toutes. Je commencerai par une citation du poète T.S. Eliot. Eliot, je traduis, disait « Quelle est la connaissance que nous perdons dans l'information et quelle est la sagesse que nous perdons dans la connaissance ?» Quelle est la connaissance que nous perdons dans l'information? Ça veut dire que l'information nous arrive comme petits morceaux de connaissances. D'ailleurs, ce sont des fragments de connaissances, des bits, pour reprendre le langage de l'informatique, et qui ont besoin d'être organisés les uns par rapport aux autres, d'être situés, d'être contextualisés, pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, le Kosovo, le mot de tsunami qui frappe l'Asie du Sud-Est, il est évident que nous avons besoin de savoir dans quel contexte, pas seulement géographique, mais humain, social, historique, tout ça se passe pour que nous commencions à comprendre. Donc, il y a trop d'informations, si vous voulez, par rapport à la connaissance qui est capable de les situer et de leur donner un sens. Et pour ceux qui ont soumis chaque soir à la télévision à une pluie toujours nouvelle d'informations, ces informations se dissolvent et on passe d'une information à l'autre sans
on est vraiment réfléchi. Là, depuis quelques jours, nous avons beaucoup parlé des voitures brûlées, de la révolte des banlieues. Cela nous obsède, on essaye de réfléchir, il y a des commentaires, et puis d'autres événements viendront, ça s'endormira et on oubliera. Donc, nous perdons de la connaissance avec de l'information, ou plutôt nous ne savons pas intégrer l'information dans la connaissance. Et puis, Eliot disait, quelle est la sagesse que nous perdons dans la connaissance? Il voulait dire aussi que nous n'arrivons plus à intégrer ce que nous savons dans nos propres vies. C'est-à-dire que nous disposons des connaissances objectives que nous donnent les sciences, bon, mais ces connaissances elles-mêmes, nous ne les intégrons pas. Parce que déjà, on peut dire que les sciences, en tant qu'organisées sur le mode des disciplines, ne permettent pas de traiter les grands problèmes humains, sauf si, à un moment donné, comme c'est arrivé avec la science nouvelle qu'est l'écologie, un ensemble de disciplines se trouve rassemblé et par les écologistes, et à ce moment-là, on peut essayer de concevoir les relations entre la nature et l'humain, surtout si nous dégradons la nature par notre développement technique, et à ce moment-là, acquérir peut-être, parce que nous sommes loin d'avoir acquis une certaine sagesse de vie, c'est-à-dire un comportement qui tienne compte de ce que nous sommes en train d'apprendre sur la dégradation de la nature. Nous pourrons dire la même chose sur tous les autres phénomènes de dégradation qui se développent en ce moment même. Mais dans la formule d'Eliot, entre information, connaissance et sagesse, il manque un élément, la pensée. Quelle est la pensée que nous perdons dans la connaissance? C'est vrai que la connaissance, c'est un ensemble d'informations organisées. Et les connaissances sont séparées les unes des autres. Et qu'est-ce que c'est que penser? Penser, c'est une façon de voir, de situer les différentes connaissances sur le monde physique, le monde biologique, le monde humain, et de les réfléchir. La pensée, c'est une forme d'organisation supérieure de ce que l'on sait. C'est un mode d'organisation et qui comporte en lui toujours de la réflexion. Réflexion sur le savoir, réflexion sur nous-mêmes. Or, l'état de choses actuel rend très difficile, donc, la pensée et, bien entendu, la sagesse. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, depuis l'enfance, le type de connaissance que l'on nous enseigne est fondé sur la séparation. De la séparation des disciplines entre elles, au sein, dirons que des sciences. Vous avez pas seulement les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences humaines, mais à l'intérieur de chacune, et surtout dans le monde biologique et dans le monde humain, vous avez des très grandes séparations et un manque de liaison entre, par exemple, la biologie moléculaire et la génétique, qui se situe donc au micro-niveau des molécules, et l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement des animaux, il y a un fossé immense que rien n'est venu combler. Il y a d'énormes trous noirs entre les disciplines, et l'essentiel des grands problèmes se trouve justement entre les disciplines, dans ce vide. Dans ce vide, pourquoi? Nous vivons donc selon un principe. Nous avons appris à séparer les choses, et pas seulement séparer les sciences et les disciplines à l'intérieur des sciences, mais dans les sciences humaines,
sociologie, histoire, économie, démographie, sciences des religions, sont absolument séparés et communiquent très peu. Et j'ajoute que pour comprendre, pour connaître le monde humain, il ne suffit pas des sciences humaines. Nous voyons que la littérature, et notamment le roman, nous donne des connaissances sur l'être humain que ne donnent pas les sciences. Pourquoi? Parce que les sciences rendent abstraites, que ce soit y compris la psychologie, désincarnent les individus, alors que dans le roman, vous voyez des êtres avec leur subjectivité, leur affectivité, leur rapport passionnel, leur insertion dans un milieu, dans une société. Et donc, autant d'éléments qui peuvent servir à éclairer notre condition humaine manquent. Et je dirais même, et je viendrai à cet aspect, quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est, que sommes-nous, nous, êtres humains? C'est-à-dire une question fondamentale qui nous concerne. D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces questions sont totalement ignorées dans nos enseignements. Et dans l'enseignement de base que l'on peut donner à l'école primaire, dans l'enseignement secondaire, à l'université. Ignorées parce que désintégrées. Bon, prenez par exemple, je viens de dire que les sciences humaines sont séparées les unes des autres. Mais le trait fondamental de l'être humain, c'est que par certains aspects, il se distingue du monde animal et du monde vivant. Il est, disons, métabiologique, par l'esprit, par la culture, par la conscience. En même temps, nous sommes pleinement des animaux. Nous sommes comme les animaux. Notre cerveau, c'est une chose qui est apparue dans le règne animal et qui s'est développée avec l'hominisation. Nous avons un cœur, nous avons un foie, nous sommes même une machine physique, une machine thermique qui fonctionne à 37 degrés centigrades quand nous sommes en bonne santé. Et je dirais même que les constituants biologiques de notre organisme, les molécules, les atomes dont sont faites ces molécules, font partie eux-mêmes du monde physique. Ça, c'est un grand apport, disons, qui est venu dans les années 1950, avec la découverte de l'hérédité, enfin de la situation du patrimoine héréditaire dans l'ADN, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on appelait les vitalistes pensaient, il n'y a pas une substance vivante différente de la substance matérielle physique, mais elle a une organisation différente, plus complexe que celle des macromolécules, qui est l'auto-organisation vivante, et qui, elle, produit des qualités qui sont les qualités de l'être vivant. Donc, cela veut dire que par l'organisation, la vie s'est distinguée du monde strictement physico-chimique, mais il contient en lui tous les éléments physico-chimiques que les atomes qui font partie de notre organisme se sont forgés dans une étoile antérieure à notre Soleil, et que même les particules dont sont constitués ces atomes sont peut-être nées dans les premiers temps de l'univers. Autrement dit, c'est de façon périphérique que nous commençons à comprendre, mais nous ne le savons pas vraiment de front, que nous avons une condition qui nous situe non seulement dans le monde vivant, dans le monde physique et dans l'histoire cosmique. Et c'est là un peu le paradoxe, disons, de l'humain. D'un côté, nous sommes à 100% des animaux, à 100%, nous relevons de la biologie et à 100% de la physique et de la chimie, mais à 100%, nous sommes aussi autres. Nous sommes, par l'esprit, par la conscience, nous sommes des êtres devenus étrangers. Nous sommes, en somme, fils de ce cosmos, mais nous en sommes devenus orphelins. C'était un mathématicien qui s'appelait Spencer Brown
qui a énoncé cette métaphore en disant « Supposons que le cosmos veuille se connaître. » Alors, que fait-il? Alors il va, parce qu'on ne peut pas se connaître immédiatement, il faut au moins s'éloigner de soi pour se regarder. Alors il va développer une sorte de bras, une sorte de pédoncule, et puis au bout de ce pédoncule, il va créer un organe pour pouvoir percevoir et connaître, c'est-à-dire une pensée. Et puis une fois que cet organe apparaît, c'est-à-dire nous, les êtres humains, eh bien, nous pouvons commencer à connaître le cosmos, mais nous sommes devenus étrangers à lui, ce qui fait que le cosmos échoue en réussissant. Nous avons une double condition, et on tend justement. Et pourquoi on tente à l'ignorer? Parce que nous sommes habitués à penser de façon binaire. Ou bien nous faisons partie du monde naturel, et rien ne nous distingue du monde naturel, ou bien nous ne faisons plus partie du monde naturel, et par là même, on ignore tout ce qui nous rattache à la nature. Et penser autrement, déjà, ça apparaît avec cette histoire-là, nous devons être capables de penser ces deux choses qui pourtant sont antinomiques et séparées dans notre tradition de pensée et notre tradition pédagogique. De même, si vous prenez le problème de l'unité et de la diversité humaine, il y a ceux qui voient très justement l'unité du genre humain à travers la différence des races, des religions, des coutumes, des cultures. Et c'est évident qu'on a une unité génétique, une unité anatomique, une unité cérébrale, une unité affective. Partout, dans toutes les civilisations, on sourit, on rit, on pleure. Bon, mais quand on a ce point de vue-là, on tente à considérer que les différences et les diversités sont secondaires et négligeables. Et ceux qui voient les différences et la diversité, et c'est très juste de voir que les différences d'individu à individu, de langue à langue, de culture à culture, de croyance à croyance, etc., oublient de considérer l'unité humaine, et pour eux, l'idée d'unité humaine disparaît. Et pourtant, l'idée d'unité et de diversité sont inséparables. Par exemple, on dit ce qui caractérise l'humanité, c'est la culture. La culture, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, des connaissances, des pratiques, des croyances que l'on se transmet de génération en génération, que l'on apprend, qui ne sont pas innés en nous. Bon, c'est vrai, mais nul n'a jamais vu la culture. On ne connaît la culture qu'à travers les cultures diverses. Ce qui caractérise les cultures partout, c'est le langage. Effectivement, mais personne n'a jamais vu le langage. On connaît le langage à travers les langues diverses qui, effectivement, ont toutes la même unité de structure. La musique, c'est vrai, mais on ne connaît la musique qu'à travers les musiques. Alors, voici donc, on se rend compte que nous avons des principes de pensée qui gouvernent la connaissance et qui nous rendent myopes ou borgnes. On ne voit qu'un aspect des choses, on ne voit pas l'autre aspect, ce qui pourtant dû être inséparable. Et tout ça parce que nous séparons et que le résultat, c'est que le savoir est morcelé et disloqué. Et c'est un peu la situation. Et nous sommes dans une époque où, au contraire, il s'agit de connaître la relation entre le particulier et le général, entre la partie et le tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'époque planétaire. Parce que maintenant, la planète, je dirais, est présente en chaque individu, en chaque nation, et que les conflits qui ont lieu dans telle ou telle partie du monde peuvent se répercuter sur l'ensemble de la planète. Or, nous ignorons tout, on ne nous enseigne nullement ce que c'est que l'époque planétaire. Alors, voilà le grand problème. Les connaissances, autrement dit, ce qui serait vital pour nous,
l'enseignement qui nous serait vital, ce serait un enseignement qui, selon la formule de Jean-Jacques Rousseau dans Les Milles, aiderait les personnes, les individus, à vivre, c'est-à-dire à affronter les grands problèmes de la vie. Or, c'est ce qui manque totalement. Alors, je prends quelques exemples. On enseigne des connaissances. On n'enseigne pas ce que c'est que la connaissance. Or, la connaissance, c'est le risque d'erreur et d'illusion. Et pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que la connaissance la plus élémentaire, qui est fondée sur la perception visuelle, par exemple, la perception n'est pas une photographie objective de la réalité. Pourquoi? Parce que nous recevons des stimuli lumineux dans notre rétine, les myriades de cellules de notre œil transforment ces stimuli en un code binaire, toute une série donc de messages ou d'informations arrivent par le nerf optique, sont transformés dans le cerveau et donnent une perception. C'est-à-dire que la connaissance perceptive est le fruit d'une traduction et puis d'une reconstruction. Et que vous savez, dans toute traduction, il y a un risque d'erreur, et que dans toute reconstruction aussi, il y a un risque d'erreur. Et que notre perception ne soit pas une photographie, c'est ce qu'indique le phénomène très connu de la constance perceptive. Qu'est-ce que c'est que la constance perceptive? C'est ce processus inconscient que nous avons tous, qui fait que, par exemple, moi qui vous parle, dans ma rétine, les personnes qui sont au dernier rang sont petites, alors que les personnes qui sont au premier rang sont grandes. Ça, je ne me rends pas compte. Pour moi, ceux du dernier rang ne sont pas des nains, et ceux du premier rang ne sont pas des géants, parce que c'est automatiquement que ma constance rétablit la dimension humaine moyenne. Et nous savons qu'une hallucination ressemble point par point à la réalité. Il n'y a aucune différence intrinsèque dans le cerveau entre l'hallucination et la réalité. La différence ne vient que si je peux contrôler avec mon voisin en disant « est-ce que c'est bien un éléphant gris que je vois ?» Il me dit « non, il n'y a pas d'éléphant gris », alors je me dis « c'est une hallucination ». Donc, toute connaissance est une traduction et une reconstruction. Et bien entendu, une théorie, c'est une traduction en mots, en idées, et une reconstruction, une idéologie, c'est une traduction et une reconstruction. Toute la connaissance est un élément. Et alors, évidemment, les sources d'erreurs et d'illusions sont innombrables. Elles viennent d'abord de l'esprit individuel, de la subjectivité personnelle, des tendances égocentriques qui font qu'on cherche à défigurer nos propres souvenirs inconsciemment, selon ce mécanisme qu'on appelle la self-déception, le mensonge à soi-même. On enjolive nos souvenirs, on élimine les mauvais, nous nous donnons toujours le beau rôle, etc. Donc, il y a des sources personnelles, psychiques, mais il y a aussi des sources culturelles. Nous subissons l'empreinte des dogmes, des idées reconnues comme évidentes dans une culture, ces croyances religieuses et autres. Et il y a des sources culturelles, il y a des sources sociales. Autrement dit, nous sommes environnés par le problème de l'erreur et de l'illusion. Marx disait « les hommes ne savent pas ce qu'ils sont ni ce qu'ils font ». Marx croyait enseigner aux êtres humains vraiment de se connaître eux-mêmes, de savoir ce qu'ils font. Et eux-mêmes, lui-même et Engels, se sont trompés. Ils ont connu des illusions à côté, en même temps, d'idées très profondes, d'élucidations très profondes. Toutes les idées qui étaient triomphées encore il y a une dizaine ou une trentaine d'années sont perçues pour nous comme des illusions. Et le dogme, disons, que l'économie libérale ou dite néolibérale va résoudre tous les problèmes est en train lui-même de s'effriter alors qu'il était royal il y a 15 ans. Donc, et
comment avoir un comportement intelligent, juste, salvateur, si nous risquons sans cesse l'erreur et si nous ne prenons pas conscience que chaque fois nous risquons l'erreur et l'illusion, si nous n'avons pas le minimum de réflexion sur les informations que nous recevons, sur les idées avec lesquelles nous vivons. Donc, il est important d'enseigner la connaissance de la connaissance. Et quand on enseigne la connaissance de la connaissance, d'enseigner quelles sont les formes pertinentes de connaissance, qui sont les formes qui, évidemment, n'isolent pas les informations, mais le situent dans le contexte et le situent dans l'ensemble, le système ou la globalité dans lequel il se trouve. Donc, et de même, je pense qu'il faut enseigner ces choses qui semblent évidentes et qui sont pourtant très complexes à saisir, ce que c'est que la rationalité qui peut souffrir de dégénérescence et de maladie, qu'est-ce que c'est que la scientificité, qu'est-ce que c'est que la complexité. Autrement dit, voici un enseignement de base à fournir. Et je viens de parler de l'ère planétaire, il est certain que là aussi, ce phénomène devenu de plus en plus capital dans l'histoire de l'humanité, qui a commencé avec la conquête des Amériques et la navigation autour du globe, ce phénomène qui se développe de plus en plus a besoin lui-même d'être étudié, enseigné, si difficile que ce soit, vu la complexité du problème. Et puis, ce qu'il y a de très curieux, c'est que, alors que le monde ne peut, enfin les êtres humains ne pourraient améliorer leurs relations les uns aux autres que s'il y a un progrès de la compréhension des uns à l'égard des autres, et pas seulement de la compréhension par rapport à ceux d'une autre culture que la nôtre, mais aussi au sein de notre culture, de notre société. Il faut savoir que l'incompréhension, elle règne aussi dans les familles, dans les couples, dans les lieux de travail, et que le monde est ravagé par l'incompréhension d'autrui. Alors, enseigner la compréhension humaine, s'il n'existe nulle part, et enseigner aussi l'affrontement des incertitudes. On enseigne des certitudes, et alors que les sciences elles-mêmes se sont devenues des sciences qui négocient avec l'incertitude. C'est vrai de la thermodynamique, c'est vrai de la microphysique, c'est vrai de la cosmologie, c'est vrai de la biologie, c'est même vrai de l'économie, puisque les prévisions d'économistes sur les croissances s'avèrent la plupart du temps erronées, parce qu'on ne tient pas compte suffisamment des perturbations et des modifications. Chaque vie individuelle est une vie qui devra affronter l'incertitude. On va choisir un métier, on va choisir un compagnon ou une compagne, mais on ne sait pas si ça va être un succès ou un échec. On ne sait pas les maladies qui vont nous assaillir. Nous sommes certains de notre mort, mais nous ne savons pas le jour ni l'heure de notre mort, le destin des individus, le destin de nos sociétés, et nous avons découvert finalement que le destin de l'humanité était une aventure incertaine et inconnue. On a cru longtemps que l'histoire était une sorte de locomotive qui roulait sur des rails vers le progrès indéfini. Aujourd'hui, nous pensons que s'il y a des progrès possibles, ils ne sont pas inscrits comme une loi inéluctable de l'histoire. Le lendemain de l'humanité et de la planète sont absolument incertains. Nul ne peut prévoir ce qui va se passer. Et comme disait déjà Euripide, il y a 5 siècles avant notre ère, c'est l'inattendu qui arrive. C'est l'inattendu qui est arrivé au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est arrivé avec l'implosion de l'Union soviétique, qui est arrivé avec le 11 septembre à New York, et qui va continuer avec l'explosion des banlieues, et qui va, bien entendu, rétrospectivement, on peut voir quels étaient déjà les éléments qui préparaient l'imprévu. Autrement dit, nous pouvons nous éduquer à prévoir l'imprévu, c'est-à-dire à être extrêmement vigilants et à étudier des signes avant-coureurs
d'une éventuelle explosion. Et ça serait un grand progrès dans la connaissance et dans la pensée. Alors, tout ceci nécessite non seulement des connaissances ou une pensée transdisciplinaire, c'est-à-dire qui prennent dans les différentes disciplines et qui les assemblent, les éléments. Par exemple, si je veux étudier l'ère planétaire, il est évident qu'il faut que je fasse appel à la démographie, à l'économie, à l'histoire des religions, à l'histoire des nations, enfin, à tout l'ensemble des connaissances, plus la connaissance des relations entre la biosphère, c'est-à-dire le monde de la nature, et l'anthroposphère, c'est-à-dire le monde humain qui, se ruant dans un développement technique, économique, accéléré et amplifié, dégrade la nature. Donc, nous devons consulter tous ces types de connaissances séparées. Nous devons essayer de concevoir leurs liens, ce qui est très difficile, parce qu'ils interagissent les uns sur les autres. Et ça, la complexité, c'est la difficulté de pouvoir préciser. La complexité n'élimine jamais totalement l'incertitude. Et la difficulté cette difficulté s'ajoute à la difficulté de prendre conscience de ce qui se passe. C'est le philosophe espagnol Ortega y Gasset qui disait « No sabemos lo que pasa, y eso es lo que pasa ». Nous ne savons pas ce qui se passe, et c'est ça, justement, ce qui se passe. C'est l'ignorance de ce qui se passe. Alors, c'est un phénomène tout à fait normal. Il y a toujours un retard de la conscience sur l'événement. Et si nous pensons qu'en plus, et ce retard du reste était signalé depuis plus d'un siècle, 2 siècles, par le philosophe Hegel, qui disait « L'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule ». Il voulait dire par là que l'oiseau de Minerve, c'est-à-dire la chouette symbole de la sagesse et de la rationalité, eh bien, elle arrive toujours très tard, peut-être même presque trop tard. Donc, nous sommes dépourvus, et pourtant, comme le processus planétaire, les processus s'amplifient et s'accélèrent, cela rend encore plus difficile nos prises de conscience. Et pourtant, nous sommes obligés de le faire pour ne pas être condamnés à l'aveuglement total. Nous sommes condamnés à courir le risque d'erreur, mais nous devons courir ce risque et nous devons nous armer contre ces risques. Et c'est pour nous armer contre ces risques, sans être sûr de les vaincre, que je crois qu'il faut s'armer de ce que j'ai appelé une pensée complexe. Une pensée transdisciplinaire, c'est-à-dire qui puisse tirer les éléments nourriciers des différentes connaissances séparées, est une pensée complexe dans le sens même du mot complexus, mot latin, qui signifie ce qui est tissé ensemble, ce qui est tressé ensemble. Or, le tissu de notre univers, il est coupé en petits morceaux, il est découpé. Il faut reconstituer le complexe. Mais il ne suffit pas de dire, comment il ne suffit pas de dire, collons les morceaux. Il ne suffit pas de mettre bout à bout nos connaissances. Il faut savoir comment les relier. Et c'est ici, si vous voulez, que l'effort pour élaborer des méthodes de pensée complexe essaye de répondre à cette question. Par exemple, la relation entre un tout et les parties qui le constituent. Prenons simplement la situation planétaire. Bon. Nous savons que nous, individus, nous, nations, nous sommes des parties d'un tout qui est la planète emportée dans son histoire. Mais il faut concevoir aussi que non seulement la partie est dans le tout, mais que le tout est dans chaque partie. Et cette idée, nous pouvons déjà la considérer d'un point de vue biologique quand on voit un organisme comme notre propre organisme, puisque chaque cellule de notre corps, y compris les cellules de notre peau, chaque cellule
contient la totalité du patrimoine génétique. Mais une seule partie ne s'est exprimée pour la peau, c'est celle qui permet de fabriquer de la peau. Mais la totalité. Autrement dit, non seulement la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie. Nous sommes des individus qui faisons partie d'une société. Mais la société, en tant que telle, avec sa culture, avec son langage, avec ses normes, elle est à l'intérieur de l'individu. Dès que nous apprenons à parler, dès que nous allons à l'école, la société se met à l'intérieur. Nous sommes une partie dans le tout social, mais le tout est à l'intérieur de nous. Et de même, chaque matin, la planète est en nous. Quand nous ouvrons notre radio japonaise, quand nous prenons notre thé qui vient de l'Inde ou notre café qui vient du Costa Rica, du coton, nos gilets de coton qui viennent de l'Inde ou de l'Égypte, etc., et que les fruits exotiques se trouvent, que nous avons de la tequila du Mexique ou le whisky irlandais. Donc, la planète est déjà en nous, et aussi bien ceux de l'humanité riche, qui disposent de toute une série de biens qui viennent des différentes parties du monde, que ceux de l'humanité misérable et dans le malheur, qui, elle, se trouvent jetés dans des bidonvilles d'énormes mégapoles, qui utilisent des t-shirts ou de la vaisselle en aluminium, et dont le dénuement, dont la misère de bidonville est elle-même provoquée par ces choses qu'on appelle le développement économique, où la monoagriculture les a déracinés de leurs terres et projetés dans ces faubourgs. La planète étant... Et il est évident que des événements locaux deviennent planétaires quand ils touchent une superpuissance comme les États-Unis, c'est-à-dire que la destruction des deux grandes tours du centre du World Trade Center a eu des répercussions planétaires, et que, de même, ce qui se passe dans tel ou tel pays a des répercussions sur les États-Unis. Donc, nous voyons qu'il y a deux instruments de pensée. Il y a l'un que j'appelle le principe hologrammique ou hologrammatique. C'est comme dans l'hologramme, dans chaque point singulier de l'hologramme, il y a la présence de la quasi-totalité de l'information du tout. Donc, le tout est aussi dans la partie qui se trouve dans le tout. Et le principe de la boucle rétroactive, c'est-à-dire où il y a une répercussion entre l'effet et la cause, ou ce que j'appelle la boucle récursive, qui nous dit ceci. Une boucle récursive, c'est une boucle, où les effets et les produits sont nécessaires pour leur propre production et pour leur propre causation. Ainsi, par exemple, nous sommes des individus humains, nous sommes les produits par un processus de reproduction biologique, mais pour que ce processus de production continue, il faut que nous nous transformions en producteurs, ne serait-ce que par une union sexuelle qui va produire des enfants. Nous sommes des produits producteurs. Bon. Nous, individus d'une société, nous produisons la société par nos interactions innombrables, mais, comme je viens de le dire, la société, en revenant sur nous avec sa culture, son langage, nous produit en tant qu'individu humain accompli et pas simplement mammifère supérieur. Donc, produire les producteurs. Quand nous avons ces notions du principe de boucle récursive, ou simplement rétroactive, de relation hologrammatique, eh bien, nous pouvons introduire aussi une autre idée, parce que ceci nous fait comprendre la relation entre individu et société, c'est ce que j'ai appelé la dialogique, qui est héritière de la dialectique, aussi bien d'Héraclite que de Hegel ou de Marx. Qu'est-ce que c'est que la dialogique? C'est qu'il faut associer des notions antagonistes et complémentaires pour comprendre un même phénomène. Ainsi, par exemple, il y a complémentarité entre les individus et la société, mais en même temps, il y a antagonisme, c'est-à-dire il y a d'un côté les aspirations des individus à une vie plus autonome, plus libre, et d'autre part,
la tendance de la société de contrôler de plus en plus fortement les individus. Il y a donc, si vous voulez, tout ce problème, tout que ces instruments de connaissance et de pensée qui sont là pour nous aider à relier les choses séparées les unes les autres. Et c'est pour ça, je crois que, puisqu'il n'est pas que toutes les réformes dont on parle pour l'éducation, pour l'université, ne sont à mes yeux que des réformettes qui touchent des points secondaires, ou bien simplement des concessions économiques et financières, certes utiles, mais qui ne résolvent absolument pas le problème fondamental, le problème central. C'est la structure de pensée de l'enseignement qu'il faut transformer. Or, vous savez, la structure de pensée, une fois qu'elle est bien enracinée chez des personnes, c'est très difficile de la déraciner. Et quand il faut changer à la fois les structures de pensée et les structures institutionnelles, vous vous rendez compte que c'est une tâche, a priori, impossible, parce que les structures institutionnelles renforcent les structures de pensée et les structures de pensée renforcent les structures institutionnelles. Alors que pour réformer, il faudrait supposer que soit une institution réformée permette de réformer les pensées, soit des réformateurs permettent de réformer l'institution, ce qui me semble impossible. Impossible théoriquement, mais la réalité pratique souvent est beaucoup plus souple. Pourquoi? Prenons un cas historique du passé. C'est la réforme de l'université moderne. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'université existante en Europe était l'université de modèle médiéval, fondée sur la théologie. Certes, il y avait la médecine, il y avait le droit, il y avait un certain nombre de disciplines, mais c'était la théologie qui était la connaissance maîtresse. Comment est-on passé à l'université moderne? Eh bien, il y a eu une création déviante à partir d'un penseur qui s'appelait Humboldt, qui était prussien, avec l'appui d'un despote éclairé, roi de Prusse, au début du XIXe siècle. Et la Prusse était un petit pays périphérique à l'époque, dont la capitale était Berlin, et c'est à Berlin que s'est créée la première université moderne, qui a permis d'être université par département. Et c'est cette université, de plus en plus enrichie par les développements des sciences qui sont inscrits dans les départements, qui s'est répandue comme modèle, comme une traînée de poudre en Europe et qui est l'université régnant dans le monde. Alors c'est cette université qu'il faut réformer parce que cette division entre départements, ça ne veut pas dire que la spécialisation est mauvaise, au contraire, elle est nécessaire, à condition qu'elle permette que les connaissances acquises par la spécialisation entrent dans un fond commun et permettent d'être réfléchies. Donc, le problème n'est pas de détruire les disciplines et les spécialisations, c'est de les relier ensemble. Alors, donc, c'est cette université qu'il faut réformer. Nous savons aussi que l'université médiévale a cessé en France par la Révolution française, mais la Révolution les a remplacés par des grandes écoles. Et ce n'est qu'après que l'université a pris le modèle de l'université de Berlin et est devenue l'université actuelle. Or, donc, à mon avis, la révolution dans l'enseignement de l'université ne peut venir que d'un cas, que de la naissance d'une création déviante qui, si elle montre sa fécondité, pourra après servir d'exemple et se répandre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai proposé, et ça peut commencer dans un ou deux pays, un institut de culture fondamentale où seraient enseignés les problèmes dont je vous ai parlé et qui sont totalement absents de l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance, les pièges, erreurs et illusions de la connaissance,
l'ère planétaire, l'identité et la condition humaine, la compréhension et l'incertitude, sans compter un enseignement sur notre propre civilisation occidentale et ses problèmes qu'elle nous pose. Alors, donc, voici, si vous voulez, le problème. Bon. Un mot sur l'ère planétaire. J'ai dit tout à l'heure que elle est très, très difficile à être conçue, à être connue correctement. Mais alors là aussi, il suffit de penser qu'on ne peut pas la concevoir d'une façon schématique, simple et unilatérale. Par exemple, il y a au moins 2 mondialisations. Je veux dire que dès le début de cette ère planétaire qui s'est manifestée, du reste par la domination, la colonisation et l'esclavage, dès le début en Europe, dans le monde des dominants, il y a eu des voix, 2 voix au moins, qui ont à ce moment-là annoncé une autre vision. C'est celle de Bartolomé de Las Casas, ce prêtre espagnol qui est horrifié par le sort qui était donné, par la façon dont on traitait les Amérindiens, a fait admettre par l'Église catholique que les Amérindiens étaient des êtres humains comme les autres et avaient une âme, bien que Jésus n'ait jamais fait le voyage en Amérique. Et de l'autre, c'est Montaigne qui disait qu'on appelle barbares ceux qui sont d'une autre civilisation que la nôtre et qui n'a jamais sombré dans les pièges, je dirais, de l'occidentalo-centrisme. Ce n'est pas un hasard si ces deux esprits étaient eux-mêmes descendants de Marane, c'est-à-dire de Juifs d'Espagne ou de Portugal convertis au catholicisme, mais qui avaient gardé dans leur mémoire, ayant gardé dans leur mémoire les humiliations ou les souffrances qu'ont créé la persécution contre les Juifs, les ont rendus ouverts aux souffrances et aux humiliations que subissaient les autres peuples, les Noirs et les Indiens. Donc, à partir de ceci, s'est développé l'humanisme européen. Et l'humanisme européen s'est formé à partir de la conjonction de 2 choses. D'un côté, l'esprit d'universalité qui était celui de la pensée grecque et intégré par les Romains. Je vous rappelle que c'est Terence qui disait dans une de ses pièces « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Bon, cet esprit d'ouverture et d'universalité que du reste le christianisme a repris, mais en y introduisant un élément, je dirais, non pas seulement rationnel, mais je dirais de fraternité ou de compassion qui vient du message évangélique, l'union, disons, de ce produit de la pensée grecque et de ce produit du christianisme a donné l'humanisme européen. Et cet humanisme européen a pu se développer à travers les lettres persanes de Montesquieu, à travers Voltaire, à travers Diderot, à travers la philosophie des Lumières, à travers les romantiques, à travers Victor Hugo, à travers les internationales socialistes. Bon. Ce qui fait que dans ce paradoxe, nous avons que l'Europe, et singulièrement la France, ont produit, en même temps qu'ils étaient le foyer de la domination la plus longue et la plus dure sur la plupart des peuples du monde, a fourni les idées qui ont permis l'émancipation, une fois qu'elles ont été prises en charge par ces peuples, droit des peuples à disposer eux-mêmes, droit de l'homme, droit de la femme, droit d'avoir une nation. Et c'est ainsi, si vous voulez, qu'il y a une deuxième mondialisation. On peut regarder par exemple, après les années 89-90, qui est l'implosion du communisme soviétique et l'effondrement des économies bureaucratiques, soi-disant socialistes, en Chine ou au Vietnam. Bon. Le marché devient mondial, le capitalisme devient mondial, et à travers
ce processus, cette unification sous l'hégémonie de cette domination de l'économie, mais se continue une deuxième mondialisation, celle des droits de l'homme, celle des droits des peuples, celle de la démocratie. La deuxième mondialisation, elle est seconde, elle est toujours plus faible que la première, mais elle existe. Et puis, cette deuxième mondialisation elle-même, elle est plurielle. C'était Karl Marx qui faisait remarquer au XIXe siècle que le capitalisme, en faisant sauter les barrières entre les nations, créait les conditions d'une culture et d'une littérature véritablement mondiale. Et bien entendu, seules quelques élites, une élite restreinte en profitent. C'est-à-dire la connaissance, aujourd'hui, nous avons de la littérature japonaise, chinoise, des autres continents, de même que ceux des films des différents continents. Donc, nous avons une dialogique, nous avons une relation complémentaire et conflictuelle entre deux types de mondialisation. Et nous avons même ce paradoxe, c'est-à-dire que les événements de cette mondialisation d'après 90 créent les infrastructures d'une société d'un type nouveau qui serait une société monde, puisque pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait un territoire avec une économie, mais nous avons l'économie, mais elle n'est pas régulée, et avec des moyens de communication, nous avons des moyens de communication qui permettent de communiquer d'un point à l'autre du globe instantanément. Bon. Qu'est-ce qui manque pour une telle société? Il manque évidemment des institutions, il manque la conscience d'un destin commun, il manque un droit, il manque peut-être l'essentiel, la structure. Et le paradoxe, c'est que le processus de cette première mondialisation, qui crée l'infrastructure d'une société d'un type nouveau, rend impossible la formation de cette société. Nous vivons dans ces conditions-là. Et ajoutons en plus que la planète est comme un vaisseau spatial qui est emporté par 4 moteurs, c'est-à-dire la science, la technique, l'économie et le profit, moteurs que nul ne contrôle, il n'y a pas de pilote dans le vaisseau spatial. Et le développement de ces moteurs tendrait naturellement, probablement, à la catastrophe, sauf prise de conscience, sauf nouveaux mouvements, sauf nouveau commencement, changement de cap, qui actuellement n'est pas visible, mais tout ceci n'est pas impossible, puisque mon expérience et l'expérience historique nous dit que l'imprévu, comme l'improbable, arrive souvent dans l'histoire. Alors, tout ceci pour vous dire qu'il nous faut plonger dans les problèmes complexes de l'univers, mais pas seulement de l'ère planétaire, mais de toute la réalité dans laquelle nous vivons, y compris nos rapports personnels avec autrui. Et tout ceci nécessite donc une révolution de l'esprit, la réforme de pensée qui est nécessaire, qui ne va pas tout réduire d'un seul coup, mais qui est indispensable si on veut traiter les autres problèmes, si on ne veut pas se tromper une fois de plus. Il est difficile parce que, comme je vous l'ai dit, les structures mentales et les structures institutionnelles résistent. Et les structures mentales sont contrôlées parce qu'on peut appeler les paradigmes, c'est-à-dire des principes occultes qui gouvernent notre façon de connaître et notre façon de penser. Par exemple, qu'est-ce qui gouverne et contrôle notre façon de penser? C'est un double principe. Un principe de disjonction qui nous amène, pour connaître, il faut séparer. Il y a un principe de réduction qui nous dit, pour connaître, il faut connaître les ensembles complexes, on ne peut les connaître qu'à partir des éléments de base qui les constituent. Alors que nous avons besoin d'un nouveau principe de pensée qui permette de relier, de joindre, tout en distinguant, et qui nécessite de mettre en jeu, de surmonter certaines contradictions logiques qui bloquent tout à fait le mode de pensée dominant actuel. Tout ceci nécessite de transformations multiples. Par exemple, souvenons-nous
comment on est passé, disons, du paradigme ptolémaïque à celui de Copernic, c'est-à-dire d'un monde centré sur la Terre, où toutes les planètes, y compris le Soleil, tournent autour de la Terre, à un monde où, au contraire, c'est le Soleil qui se met au centre, et la Terre devient un satellite. Il a fallu d'énormes efforts intellectuels, parce que l'évidence nous montrait que le Soleil se levait le matin et se couchait le soir. Il a fallu partir de quelques données aberrantes que le principe, la conception ptolémaïque n'arrivait pas à expliquer, à intégrer. Il y a eu une tentative de compromis. Ça a été celle de Tycho Brahe. Tycho Brahe, lui, il avait compris que les planètes tournaient autour du Soleil, mais lui, il continuait à faire tourner le Soleil autour de la Terre. Donc c'était la demi-révolution. Et c'est Copernic qui finalement, avec un effort de pensée, qui avait déjà des antécédents dans l'Antiquité, enfin, qui était resté isolé, a fait cette véritable révolution. Il ne s'agit pas simplement de permuter le point de vue central comme point de vue satellitaire et vice-versa, mais qui amène un changement fondamental dans la place de l'homme dans le monde. L'homme n'est plus au centre de la création et le monde n'est plus limité au système solaire. Bon, encore à l'époque de Copernic, le monde était limité au système solaire. Il a fallu le XXe siècle pour que l'on comprenne que le système solaire lui-même était un élément minuscule d'une galaxie périphérique et que la Voie lactée n'était elle-même qu'une galaxie parmi des milliards d'autres, c'est-à-dire le décentrage. Tout ceci a des conséquences formidables sur la condition humaine. L'orgueil humain a trouvé sa première blessure, et puis après il en a trouvé quelques autres avec Darwin, c'est-à-dire avec le fait que l'homme n'était pas une création à part, mais l'homme est surgi d'une évolution naturelle. Et puis, il y a eu Marx, il y a eu Freud. Bon, donc c'est pour vous dire que tout ce changement copernicien n'est pas seulement un changement pour connaître le monde physique, il a une répercussion sur nous-mêmes. Et je dirais aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'avaient cru Descartes, Buffon, Marx, c'est-à-dire que la mission, grâce à la science, l'homme allait conquérir et maîtriser la nature, on était parti à la conquête du cosmos. Au milieu du XXe siècle, on s'est rendu compte tout d'abord que c'était une prétention ridicule vu l'immensité du cosmos, et deuxièmement, que cette façon de maîtriser la Terre, c'est-à-dire de considérer le monde vivant comme un pur objet à manipuler, conduisait à notre propre suicide s'il se poursuivait, puisque nous dépendons de la biosphère, laquelle dépend de nous aussi. Et dans cette double dépendance, il nous faut trouver un moyen de nous sauvegarder les uns et les autres. Donc, ce changement de structure, de mentalité, mais à laquelle vont être favorables différentes évolutions, y compris dans l'univers scientifique, il n'est pas encore accompli, et nous nous rendons compte que dans l'univers de la politique, dans l'univers de la pensée, les choses restent toujours totalement séparées les unes les autres. Si il y a cette révolution de l'esprit, cette transformation de la pensée, elle vise à quoi? Elle vise à ce que chaque esprit devienne, c'était, ah mon Dieu, j'oublie son nom, enfin, c'était ce qu'on appelait, elle a conçu l'esprit humain comme un general problem setting, c'est-à-dire une machine à poser des problèmes, une machine générale à poser des problèmes, ou general problem solving, une machine générale à poser des problèmes. Autrement dit, pour traiter des problèmes
particulier et singulier, il faut développer les qualités générales de l'esprit, c'est-à-dire les qualités propres à organiser et à relier les connaissances, à les situer, à les intégrer. Or, si une transformation de l'éducation et l'Institut dont je vous parle devrait être un des éléments pour ceci, c'est pour que chacun puisse avoir un esprit capable d'affronter les grands problèmes de sa vie personnelle et de sa vie civique et de contribuer à l'intelligence de la planète dans laquelle il se trouve. Et cette mission cognitive, elle est en même temps vitale, pas seulement vitale pour chaque individu. Alors, c'est un problème, je dirais, pas seulement de connaissance ou un luxe de pensée, pas seulement un problème vital pour chacun d'entre nous, je dirais c'est devenu un problème vital pour toute l'humanité, parce qu'il nous introduit devant le problème central. Est-ce que l'humanité est capable d'éviter les catastrophes dans lesquelles le vaisseau spatial l'entraîne, mu par les moteurs dont j'ai parlé? Est-ce qu'elle peut éviter ces catastrophes? Et à ce moment-là, la question c'est, seule une réforme de l'esprit peut nous aider pour entrer dans un combat gigantesque, je crois, dans une cause. Souvent on me dit, ah, vous de votre temps, vous aviez des belles causes à défendre, il y avait la résistance, il y avait tout ça. Oui, mais aujourd'hui, il s'agit d'une cause encore plus grande que celle qui était de la résistance nationale ou européenne contre les barbaries de l'époque. C'est la cause de toute l'humanité qui est en jeu. Il n'y a jamais une cause aussi importante, aussi terrifiante. Et il est étonnant qu'on ait si peu conscience de cette cause. Et si on a si peu conscience de cette cause, ça tient aussi du fait à ce que nous continuons à penser séparément les choses les unes des autres et à ne pas voir les problèmes d'ensemble qui sont en même temps les problèmes fondamentaux. Et alors, retrouver les problèmes d'ensemble et les problèmes fondamentaux, c'est ça qui nous permet d'entrer dans cette cause et dans ce combat vital. Merci. Je crois qu'on peut remercier beaucoup Edgar Morin de nous avoir parlé en peu de temps, mais avec une telle limpidité, chose que je qualifierais de complexe, mais en nous les rendant accessibles et en les illustrant fortement. On a aussi voyagé dans le monde entier, dans toutes les cultures, toutes les époques, et je trouve que c'est une véritable performance, là. Alors, on peut aussi aspirer de tous nos voeux à l'ouverture de ces instituts de culture fondamentale dont il nous a bien montré combien on pouvait avoir besoin au jour d'aujourd'hui. Et je crois qu'on ne peut qu'être sensibilisé à ce message de profond humanisme qu'il nous propose. Alors, voilà, il y a un micro qui va pouvoir circuler pour s'il y en a qui souhaitent questionner Edgar Morin à propos de ce qu'il vient de nous dire. Bon, ce problème se pose à plusieurs niveaux. D'abord, nous constatons qu'avec, on peut dire, le culturicide des petits peuples et des petites cultures, parce qu'il faut dire que le génocide de tout ce qui a constitué l'humanité dans la préhistoire, c'est-à-dire les petits peuples de chasseurs-ramasseurs, qui s'est amplifié avec l'ère planétaire, s'est encore plus amplifié au XXe siècle. Et il y a des langues innombrables qui disparaissent tous les ans.
D'autre part, bon, il y a toujours eu dans l'histoire européenne récente, enfin, une langue dominante. Le français a été une langue culturelle et diplomatique dominante. Aujourd'hui, c'est l'anglais, ou plutôt l'américain, qui devient la langue hégémonique et dominante. Alors, la résistance, bon, on ne peut pas échapper à la disparition de langues qui sont parlées. On peut au moins essayer de les sauvegarder, de sauvegarder leurs connaissances. Et d'autre part, il faut constater que de très nombreuses ethnies, de très nombreux peuples, aujourd'hui ont conscience de lier leur identité à la conservation de leur langue. En France même, on s'est rendu compte qu'une langue brimée et quasi interdite d'école et de diffusion comme le breton, il y a un assouplissement sous la poussée, notamment de la jeunesse bretonne, pour conserver la langue et en même temps des usages, une gastronomie, une musique, etc. Donc, il y a des langues qui résistent dans un cadre de plurilinguisme. C'est-à-dire des langues qui peuvent survivre doivent se faire dans le cadre du fait qu'on accepte qu'il y a une autre langue de communication nationale, prenons le breton, voire une autre langue de communication internationale. Je crois qu'on ne peut pas éviter le fait que, du moins, une sorte de moyen de communication qui n'est même pas une langue, qui est l'anglo-américain de communication scientifique ou commerciale, soit devenu un outil nécessaire, un véhicule universel de communication, mais des communications techniques, économiques. Et je crois que là aussi, il est très important qu'en Europe, chaque Européen connaisse au moins 3 langues européennes, en plus de la langue véhiculaire comme l'anglo-saxon. Il est nécessaire qu'on développe chez nous le plurilinguisme. D'ailleurs, vous savez que quand on connaît déjà 2 ou 3 langues, il est très facile, il devient assez facile d'en acquérir une 4e, une 5e. Et le professeur Agege, je crois qu'il en connaît une 50aine, dit que c'est très facile à partir de là d'acquérir une nouvelle. Je crois qu'il nous faut développer un polyglottisme, un plurilinguisme qui me semble absolument vital pour l'Europe. Alors, voilà ce que je peux dire sur cette question. Oui, enfin, le mot athéologie a gardé du mot théologie une connotation, je dirais, de dogmatisme. Alors que aujourd'hui, je crois que si on a un univers sans Dieu, du moins sans un Dieu personnalisé, enfin, si on est, comme je suis, dans la lignée de Spinoza, qui a lui-même expulsé le Dieu créateur extérieur au monde pour introduire la force créatrice dans la nature, n'est-ce pas ? Vous connaissez la formule de Spinoza, Deus sive natura, c'est-à-dire il identifie la nature à la substance créatrice. Alors, à ce moment-là, je crois que, bon, on est conduit à considérer inévitablement une zone de mystère. Et c'est pour ça que le mot athéologie ne me satisfait pas tout à fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tous les grandes avancées des sciences nous conduisent aux problèmes fondamentaux qui étaient ceux de la philosophie, que la philosophie ne pouvait pas résoudre, ne pouvait faire que des hypothèses, et qui sont sur l'univers. Pourquoi existe-t-il ? Comment se fait-il qu'il existe ? L'explication par le Big Bang s'ouvre sur un mystère. Quel est le réel ? À nouveau, on
s'interroge sur ce sont les physiciens qui nous portent à nous interroger sur la réalité de notre réalité. La créativité est propre à l'évolution vivante. Pourquoi l'humanité? Autrement dit, on est confronté à des problèmes dont la solution excède les capacités de la rationalité humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'à mon avis, qu'on puisse trouver la solution ailleurs, dans une révélation, pas du tout. Et donc, nous sommes placés devant les mystères profonds de l'univers ou devant la faiblesse de notre raison, qui dans le fond est un produit de l'évolution et qui n'a pas été du tout créé pour comprendre l'univers. Elle a été créée pour traiter nos problèmes pratiques et vitaux. C'est une fonction qui s'est développée chez l'humanité, quelque chose de parasitaire par rapport à la vie. C'est une capacité de s'interroger sur soi-même et sur la nature. Or, moi je crois que l'interrogation doit être au cœur, je crois, de notre conception. Et c'est pour ça que moi je n'emploierai pas le mot de athéologie. Ou bien vous dites athéologie à partir de athéologie, ou bien de A, trait d'union, théologie. C'est ça votre sens? Donc, oui, mais à ce moment-là, je dirais, oui, c'est mieux, mais je dirais que le A primatif, c'est une sorte de vide. On dit c'est pas la théologie. C'est comme le postmodernisme. On dit c'est ce qui vient après le modernisme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est post. Alors, on ne peut pas très bien expliquer ce que c'est. Je dirais la théologie. Ah, ce n'est pas de la théologie, c'est on est privé de théologie. Oui, on est privé de théologie, mais on a quand même une aventure de connaissances qui nous a fait découvrir des choses fabuleuses qu'aucune philosophie n'aurait pu imaginer. Hein. La façon dont est construite un organisme vivant, la façon dont est organisée une étoile, donc tout ce qui est sur l'univers. Mais aucune philosophie ne l'aurait imaginé. Mais cette science qui nous apporte ces connaissances, toutes ces connaissances débouchent sur un mystère et sur un inconnu. Et moi, je crois que la connaissance nous aide à percevoir, à toucher, si vous voulez, le mystère de l'univers. Et c'est pour ça que peut-être que la théologie est un pas en avant, mais il faut en faire un autre à mes yeux. Voilà. Alors là, il y a un vrai problème, parce que on peut dire que les idées, enfin, il y a aussi, c'est pas simplement qu'en Europe occidentale, il y a une pensée universaliste en Chine, en Inde, enfin, dans beaucoup de civilisations. Mais, disons, l'universalisme d'Occident, fondé sur l'idée que tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie, leur origine, leur sexe, ont les mêmes qualités fondamentales et méritent le même respect. Cette idée s'est développée dans le mouvement même de l'humanisme européen. Mais, à ce moment-là, il y a eu deux vices. Le premier vice, c'est de penser que, certes, tous les êtres humains méritent la démocratie ou méritent d'être reconnus, mais à condition qu'ils ne soient pas arriérés. Alors, pendant très longtemps, du reste, on a considéré la France, qui était la France républicaine, ça a été aussi la France coloniale, hein, à partir de, notamment, elle a colonisé l'Afrique au cours du XIXe siècle, et n'a pas fait bénéficier aux colonisés des principes qui étaient réservés aux Français, parce que dans cette idée, ils n'étaient pas encore assez mûrs. C'est à la même époque l'idée que développait l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl, qui définissait ce qu'il appelait les primitifs comme des êtres infantiles et mystiques.
ignorant d'ailleurs systématiquement que ces soi-disant primitifs avaient quand même une rationalité dans l'art de la chasse, dans l'art de faire des outils, l'art de construire des maisons. Bref, ne pouvaient pas être réduits à leurs aspects mystiques ou magiques, de même que nous, on ne peut pas être uniquement conçus comme des êtres rationnels. Il y a toute une part formidable de mythologie, etc., dans notre propre culture. Alors, on a cru pendant longtemps que les bénéfices de la dignité humaine doivent être réservés à ceux qui sont devenus suffisamment adultes pour le mériter. Et ça, c'était évidemment une idée occidentalo-centrique. Bon. La deuxième chose, c'était de croire que certains principes de la rationalité occidentale avaient une valeur universelle, alors que, considérés de façon abstraite, ils n'étaient que simplement que des produits de notre culture singulière. Et aujourd'hui, on est à la recherche, je pense, d'un véritable universalisme qui serait fait de la confrontation et du dialogue des civilisations et des cultures, et non pas d'imposer les modèles occidentaux. Parce qu'il est certain, moi je crois que l'apport de l'Europe occidentale est énorme en ce qui concerne les droits humains, en ce qui concerne les principes de la démocratie, etc. Mais il y a des carences formidables dans le primat accordé aux valeurs matérielles, à la technique, dans la négligence de tout ce qui fait le fond de la vie humaine, c'est-à-dire la relation de soi-même avec son propre corps, sa propre âme, son propre esprit. Enfin, tout ce qu'aujourd'hui est recherché à travers les yogismes, à travers les bouddhismes zen, à travers des sagesses extérieures. Autrement dit, c'est à nous, nous sommes arrivés au moment de ce que c'était, je ne sais plus si c'était Senghor ou Césaire qui disait d'aller vers le rendez-vous du donner et du recevoir mutuel. Autrement dit, vous avez raison de dire qu'il faut se méfier parce que quand nous croyons élaborer des vérités, énoncer des vérités universelles, en fait, nous ne risquons d'énoncer que des vérités occidentales. Mais inversement, il ne faut pas tomber dans l'erreur inverse, c'est de croire que les droits de la femme ou les droits de l'homme ne sont valables que pour les Occidentaux et que les Chinois ou les Noirs n'en ont pas besoin. Bien entendu, nous savons que les démocraties sont des systèmes très difficiles à s'enraciner, qui nécessitent un certain nombre de conditions historiques et psychologiques. Mais même la France est un cas typique. La France, quand même, est un pays où il y a eu pas seulement l'Empire, la Restauration, etc., les Vichy. La démocratie en France n'est pas une chose qui s'est installée une fois pour toutes en 89. C'est quand un pays a été protégé par son caractère insulaire qu'une démocratie a pu se développer avec une certaine continuité, comme en Angleterre. Nous savons comment s'est effondrée la démocratie allemande sous Weimar. Donc, il faut penser là aussi que ce sont des problèmes très difficiles. On ne peut pas dire aux gens, au peuple, ayez une démocratie. Nous savons que la démocratie est une chose fragile et nécessite un temps d'enracinement. Donc, je pense qu'il faut avoir là-dessus, moi je crois, si vous voulez, que dans l'histoire de la pensée européenne, il y a le courant de la rationalité critique qui est très important, qui s'est manifesté surtout à l'époque des Lumières, avec Voltaire, avec Diderot, avec les philosophes, et qui a été très critique à l'égard des mythes et des religions surtout, qui même a été trop critique dans le sens où il finissait par croire que la religion était une pure invention des prêtres pour berner les populations, au lieu de se rendre compte, comme ça, Marx s'en est rendu compte quand il parlait de la religion comme un soupir de la créature malheureuse,
comme un besoin et comme une aspiration humaine fondamentale. Mais enfin, il y a eu la rationalité critique, à mon avis, qu'il ne faut pas abandonner, mais le courant le plus important, c'est la rationalité autocritique, capable de se critiquer soi-même. Et c'est pour ça que j'ai cité Montaigne, et que j'ai cité Montesquieu, et que ce courant, il va jusqu'à Lévi-Strauss, et pour aujourd'hui, tous les anthropologues qui voient que les sociétés qu'ils étudient, ces petites sociétés multimillénaires, ne sont pas seulement des lieux de superstition et d'erreur, mais ont leur sagesse, ont leur culture, ont leur connaissance, ont leur technique, etc., et ont leur vérité vitale. Donc, la rationalité autocritique, c'est notre meilleur garde-fou contre l'occidentalocentrisme. Tout d'abord, l'encyclopédie de Diderot est déjà une encyclopédie de juxtaposition des savoirs séparés. Ce n'est pas une encyclopédie qui les fait communiquer. Aujourd'hui, nous devons espérer à quelque chose, je dirais, d'encyclopédant, c'est-à-dire le mot grec, c'est mettre en cycle le savoir, de relier les connaissances les unes entre elles. C'est une chose du reste qu'elle déjà avait pensé Piaget et quelques autres. Bon. Aujourd'hui, le problème n'est pas d'avoir une pensée surplombante ou holistique de l'univers. Le problème est de relier les tout aux parties et les parties aux tout. Je cite souvent cette phrase de Pascal qui est pour moi une phrase guide. Il dit « Toutes choses étant causées et causantes, médiates et immédiates, et les plus éloignées étant liées de façon insensible les unes aux autres, je tiens pour impossible de connaître les parties si je ne connais le tout, ni de connaître le tout si je ne connais pas particulièrement les parties. » Ça, c'est la voie de la connaissance. Ce n'est pas la voie d'une connaissance qui va tout surplomber, c'est la voie d'une connaissance courageuse qui affronte la difficulté, qui affronte l'échec et qui sait que c'est la seule possibilité. Parce qu'il est très facile de n'avoir que des pensées parcellaires et séparées, il est très facile d'avoir une pensée globale, désincarnée, mais il est très difficile de lier les unes aux autres. C'est l'effort, c'est cet effort considérable auquel il faudra bien s'atteler, mais on ne pourra s'y atteler que quand on aura simultanément conduit une réforme de pensée, sinon on est incapable de le faire. Oui, mais à mon avis, le mot société de l'information traduit l'état où on en est, c'est-à-dire, en fait, il s'agit de la société de l'informatique, mais ce que ça veut dire le mot information, on donne le primat à la notion d'information et non pas à la notion de connaissance, et encore moins la notion de pensée, et que bien entendu, l'on conserve l'information, qu'on ait pu y puiser, c'est très très important. Mais le vrai problème, c'est que l'information ne peut être utilisée, ou les réservoirs d'information, qu'à partir d'un certain nombre de maîtres mots, de mots guides, de mots-clés. Autrement dit, à partir d'une façon de l'organiser. Et je crois que c'est ça qui est ignoré actuellement. On est dans le culte de l'information et non pas dans la réflexion sur l'information. Moi, ce que je verrais, enfin, pour cet institut, je verrais que c'est une institution qui permet de stimuler
à terme une réforme plus fondamentale de tout le système d'enseignement. Car je crois que c'est à l'école primaire qu'il faut commencer, qu'il faut enseigner la compréhension humaine, qu'il faut enseigner les pièges de la connaissance. Tout ceci, c'est une chose qui doit se faire à travers tout le cycle et qui doit culminer à l'université. Donc, mon institut, c'est une mesure d'urgence. C'est une mesure d'urgence, mais par ailleurs, comme je me suis rendu compte des formidables résistances des structures existantes, je pense que c'est une chose qui, elle, peut commencer à pouvoir créer un certain élan ou un certain rayonnement, et pour inciter. Il y a des pays, actuellement au Mexique est en train de s'élaborer une université selon un peu le modèle, disons, d'une université de la complexité. Mais enfin, si cette université fonctionne bien, elle pourrait servir d'exemple, mais là encore, ça serait pour l'université. Je pense que la prise de conscience des vraies réformes nécessaires est très lente, où elle est bloquée, et c'est par tous les moyens possibles que l'on doit essayer d'aller à cette prise de conscience pour réformer tout l'enseignement. Il est évident que ceci nécessite d'autres types de transformations concomitants, et c'est là le problème. Voilà. La dernière question. Tout persécuté a une humanité qui est niée par son persécuteur. Car le persécuteur, lui, considère celui qu'il persécute soit comme un pur objet, soit comme un animal vil, et qui, par là, mérite tous les sévices. Autrement dit, ce qu'ignore le persécuteur, ce n'est pas l'humanisme du persécuté, ce qui est différent du sien, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il veut ignorer, c'est l'humanité de celui qu'il persécute. Pour lui, c'est un être inférieur. Et du reste, tous les mots grossiers qui ravalent le persécuté à une bête immonde l'indiquent. Et je crois que la chose la plus importante, c'est la prise de conscience d'humanité commune. Et c'est ça, à partir de quoi, qui peut nous conduire sur la voie de la lutte, voire peut-être même de la résorption de la persécution. C'est vrai que dans le livre que j'ai fait, qui s'appelle « Culture et barbarie européenne », j'ai voulu montrer que le rapport n'était pas si simple entre la civilisation et la barbarie, que la civilisation comportait une part intrinsèque de barbarie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lutter contre la barbarie, mais ne jamais penser qu'on pourrait définitivement la liquider. On est condamné à une sorte de lutte permanente, comme dans les religions masdéistes, où il y a, la force du mal et la force du bien sont égales. Mais maintenant, en ce qui concerne le vaisseau spatial Terre, je pense qu'il court vers la catastrophe probable. C'est-à-dire, ou bien les forces de destruction, notamment les armes de destruction massive, vont être employées au cours d'un conflit ou d'une multitude de conflits, sans compter des armes chimiques, ou bien c'est le processus de la dégradation de la biosphère qui conduira à une régression générale. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le cours probable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le probable? Le probable, ça veut dire qu'un observateur, dans un lieu donné, dans un temps donné, en fonction des bonnes informations dont il dispose, de la connaissance du passé et du présent, peut prévoir des événements futurs. Mais
le probable n'est jamais certain. Et comme je l'ai dit, citant Euripide, l'imprévu arrive. Pour vous donner un exemple dont j'ai été contemporain, on peut dire que, par exemple, une longue domination de l'Allemagne nazie sur l'Europe était hautement probable jusque dans l'automne 1941. Pourquoi ? Parce que l'empire hitlérien s'étendait sur l'Europe, qu'il avait anéanti plusieurs armées soviétiques et qu'il était arrivé aux portes de Moscou, et que c'est seulement un hiver extrêmement précoce qui avait immobilisé les armées allemandes. Bon. Et qu'est-ce qui est arrivé en décembre 1941 ? 2 événements. Le premier, c'est qu'il y a pu avoir une contre-offensive soviétique qui a dégagé Moscou et bousculé à 200-300 km de Moscou les troupes nazies, c'est-à-dire la première défaite hitlérienne, et qu'un jour plus tard, le Japon attaquait la flotte américaine à Pearl Harbor, c'est-à-dire faisait entrer les États-Unis dans la guerre. En 2 jours, le probable est devenu improbable. Bon. Là, nous ne voyons pas ce qui pourrait amener le changement, mais les prix, vous savez qu'Hölderlin a dit que plus le danger s'accroît, plus s'accroît ce qui sauve. C'est-à-dire la prise de conscience des dangers peuvent provoquer des contre-mouvements, des prises de conscience qui peuvent déterminer des actions. Celles-ci ne sont pas visibles, mais vous savez qu'en période de crise, certains courants de pensée peuvent se développer avec une extrême rapidité. Donc, moi je continue à penser que l'improbable est possible. Toute ma vie, du reste, ça a été ma seule source d'espérance. Et puis, je dois dire aussi que quand il y a une grande crise, et qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Une crise, c'est un processus où il y a à la fois des forces de destruction et des forces de création qui se retrouvent ensemble. Une crise peut donner conscience des problèmes, et en même temps qu'elle peut créer des illusions multiples. Nous sommes dans une grande crise de l'humanité. Et peut-être que les métamorphoses peuvent surgir. Il y a eu une grande métamorphose dans l'histoire de l'humanité. C'est celle qui fait qu'en 5 points du globe, des petites sociétés de chasseurs-ramasseurs se sont concentrées, par la force ou par le contrat uni, pour former des sociétés d'un type nouveau, les sociétés historiques, avec agriculture, avec ville, avec État, avec guerre, avec philosophie, avec grande religion, avec culture, avec art, mélange de civilisation et de barbarie. Alors aujourd'hui, à l'époque planétaire, qui nous dit qu'une métamorphose n'est pas possible, mais une métamorphose, on ne peut jamais savoir avant qu'elle viendra. Et pendant que s'opérait cette métamorphose dans Mésopotamie ou en Chine, dans le bassin de l'Indus, les gens qui la vivaient étaient incapables de la concevoir. C'est après qu'on s'est rendu compte. Donc, la catastrophe n'est pas fatale. Et en plus, il peut y avoir différents types de catastrophes. Mais je pense que tout ceci n'est pas fatal. Mais là, je le répète, pour contribuer au salut, c'est-à-dire à éviter la catastrophe, je pense qu'il faut une grande transformation, dont la transformation de la mentalité et de la pensée. Un immense merci à Edgar Morin. Je vous invite à poursuivre la réflexion en lisant les livres d'Edgar Morin et en suivant les conférences qui vont suivre dans 4 mercredis du cycle citoyen avec Jacques Ardoineau, avec Nicole Lapierre et Jacques Robin, qui sont des compagnons de route d'Edgar Morin dans cette longue route de la pensée complexe et de la réforme de la pensée. Donc des conférences qui ont lieu dès mercredi, qui sont à suivre jusqu'en janvier prochain. Merci.